C'est parfait. Autour, au sein de territoires géographiques d'action. Il s'agit de répartir, d'équilibrer, d'organiser ces territoires en fonction de contraintes. Et attendez, ouais, ouais, pas mon écran encore ici. Attendez, c'est ça, ceux qui sont en ligne là, qui voient mon écran. Donc ici, ils vont essayer d'expliquer c'est quoi la sectorisation en quelques minutes, c'est quoi son avantage, ça revient à faire quoi. Faut dire que c'est une activité, une très bonne activité. C'est une activité que j'ai fait dans les entreprises commerciales. Qui peut justifier qu'il est bon de connaître comment est-ce que ça se fait. C'est quoi la sectorisation? Que ce soit pour la vente, pour la logistique ou pour la maintenance d'équipements, les entreprises ont organisé leurs activités autour, au sein de territoires géographiques d'action. Il s'agit de répartir, d'équilibrer, d'organiser ces territoires en fonction de contraintes qui sont inhérentes au métier et en fonction des buts qui sont recherchés. Ces secteurs sont souvent construits en combinant des critères géographiques, économiques, mais également organisationnels, sociaux ou humains. On peut dégager trois sortes de sectorisation. D'abord, les zones de livraison, qui vont servir les activités logistiques en attribuant à un pôle de référence, souvent un entrepôt ou un magasin, un territoire d'action. Deuxième type de sectorisation, les zones de rayonnement. Dans la distribution, à partir de points de vente, on va exercer au sein de ces zones de rayonnement une prospection et une communication privilégiée. Enfin, troisième type de secteur, ce sont les secteurs commerciaux qui sont affectés évidemment à des ingénieurs commerciaux pour délimiter en vente directe leur territoire d'action. Côté méthodologie, je dirais, pour découper un territoire ou pour modifier un territoire existant, il y a deux approches complémentaires qui sont le point de départ pour repenser ou pour penser la sectorisation. Et quatre composantes permettent d'élaborer une méthode. Côté approche, on va partir de ce que l'on connaît, la réalité. Est-ce que le marché est couvert ? Est-ce que, en termes de temps de déplacement, il n'y a pas des déséquilibres au sein des territoires qui empêchent les commerciaux d'agir correctement et de faire le nombre de visites qui sont prévues? Est-ce que, en termes de résultats commerciaux, il y a des déséquilibres au sein des différents secteurs? Donc, tous ces éléments que l'on va reconnaître, que l'on va avérer, eh bien, vont permettre de qualifier cette réalité et de dégager différentes tendances. Autre approche, c'est la définition d'une vision stratégique. En effet, ces orientations stratégiques des sociétés vont influer la sectorisation. Est-ce qu'il faut faire davantage de prospection et donc créer de nouveaux secteurs de vente, ou au contraire, est-ce qu'il faut restreindre la force commerciale et faut-il en déduire une diminution des secteurs d'action? Et est-ce que cette principale force commerciale, elle est terrain, ou est-ce qu'on prend une orientation plutôt multicanale? Fort de ces deux angles de vue, quelles sont les composantes qui permettent d'établir rapidement une méthode? Le premier, c'est tout le monde s'accorde sur cette première composante, c'est l'équilibre. On va chercher à équilibrer les portefeuilles des acteurs sur le terrain. C'est là, évidemment, que l'on va définir, que l'on va identifier quelques indicateurs statistiques qui vont représenter les clés pour construire les secteurs. Est-ce qu'on veut un nombre de visites équivalent? Est-ce qu'on veut un chiffre d'affaires moyen équivalent? Est-ce qu'on veut même chose pour un taux de pénétration éventuellement? Deuxième composante, les déplacements. Il va falloir éviter nécessairement ces déséquilibres avec des temps de trajet trop longs qui vont pénaliser les commerciaux sur le terrain pour faire leurs objectifs. Donc ces deux composantes, que ce soit l'équilibre ou que ce soit le déplacement, doivent être travaillées en même temps pour construire des territoires, des secteurs réalistes et homogènes. La troisième composante, c'est la géographie. On va naturellement penser à faire des secteurs compacts
Et de préférence, on va s'appuyer sur des entités administratives que tout le monde connaît, que ce soit des communes, que ce soit des cantons ou encore des départements. Donc, on va essayer évidemment aussi de tenir compte de cette fameuse topographie avec laquelle on doit faire, c'est-à-dire qu'il faudra faire attention aux secteurs montagneux, où les déplacements sont plus difficiles, et les secteurs de plaine où se déplacer est beaucoup plus facile. Enfin, dernière composante, c'est la composante historique. C'est celle qui permet de prendre la dimension humaine et chronologique. On va essayer de ne pas tout casser. S'il y a des relations entre les intervenants terrain et les clients qui se passent bien au sein d'un secteur, on va essayer de préserver ça. Ou au contraire, est-ce qu'on va faire table rase du passé pour relancer une activité et redéfinir des secteurs totalement nouveaux? C'est quoi la sectorisation? Que ce soit pour la... Je vais un peu. Et puis, j'ai regardé d'autres vidéos sur la clé d'une sectorisation clé d'une organisation. Partie 1 et 2, où ils ont fait, j'essaie de poser un peu des questions à différents directeurs commerciaux dans les entreprises pour voir c'était quoi l'importance de faire la sectorisation pour eux. Ça leur permettait de faire quoi au juste. Et ils ont très bien expliqué pourquoi c'était important de faire de donner des sectorisations pour une entreprise. Donc, j'avais complètement oublié, donc j'en profite pour rappeler. Ok, l'implantation et la localisation commerciale. Mais bon, c'est l'activité qui va consister à déterminer une zone propice, bonne, optimum, une activité. Et on le dit, comme je l'ai dit, j'ai dit dès le départ, aucune entreprise ne peut grandir, ne peut faire de chiffre d'affaires si elle est mal positionnée. Donc, c'est primordial pour une entreprise de déterminer le lieu où elle va pouvoir s'implanter devant l'activité. Donc, l'emplacement d'un point de vente en termes d'investissement, c'est sur le long terme. Quand tu détermines une zone que tu veux venir te positionner, on prenez, on prend les supermarchés, on prenez Cap Sud. Sauf que si vous voyez que c'est de grande superficie, on peut pas venir faire ça et puis se tromper. C'est pas dans 2 ans qu'on va dépasser. Donc, c'est aussi de long terme. Pour qu'on a fait de tels investissements, de gros investissements sur le long terme, on doit se rassurer qu'on fait de bien ce qu'on on peut le faire de façon intuitive, bon, d'un bon papier. Mais après, l'intuitivité a ses limites, quoi. Donc, du coup, on essaie de faire de grandes analyses intéressantes qui permettent de pouvoir déterminer des zones optimales idéales. Donc, le choix conditionnera par la suite des décisions sur les prix, les services proposés, le type de marchandises. Et les études d'implantation géomarketing ont pour objectif d'identifier un emplacement optimal, comme je l'ai dit, pour le déploiement de points de vente ou de réseau de distribution. Et on a quelques méthodologies qui sont utilisées pour le faire, pour faire cette étude d'analyse là. On peut se baser sur une méthodologie statistique simple ou empirique. Statistique simple, juste, on peut venir simplement, on regarde, on peut s'installer en Côte d'Ivoire, on regarde quelle est la zone de Côte d'Ivoire. On regarde les statistiques sur la Côte d'Ivoire, on voit c'est quelle zone où on a plus de pouvoir d'achat, on détermine cette zone. Donc, vous voyez ça, on a déterminé une zone en allant sur des principes statistiques simples. La zone où on a plus, on a moins de chiffre d'affaires, on a le pouvoir d'achat élevé. On peut aller sur ça pour faire une analyse. Une méthode simple, c'est une méthode simple. On va faire une méthode qui se trouve dans une méthode statistique, qui est une méthode d'analyse de critères, analyse de critères, ou bien analyse d'aptitude. C'est une méthode statistique qui consiste à calculer un score, à scorer chaque zone et puis voir quelle est la zone qui a le meilleur score. Empirique, ça veut dire que, quand on dit empirique, c'est des méthodes qui ont prouvé leur importance, qui peut être dans des observations, on peut observer, on dit, ah, telle zone est intéressante, intuitive, quoi. Donc, ça fait une méthode empirique qui existe. Donc, on va voir une méthode statistique qu'on appelle la valeur multi-critère parce que c'est une méthode qu'on peut utiliser dans beaucoup d'autres domaines que
pour l'implantation d'un point de vente. Ça s'appelle une zone pour faire n'importe quelle activité. On peut dire, bon, on est dans une zone, on est encore du bon, on veut pouvoir faire, on veut une zone où on va aller déverser les ordures ménagères. On peut utiliser la même méthode pour déterminer quelle est la zone intéressante. On peut aller déposer les ordures ménagères. Et on appelle ça une multiplicateur avec d'aptitude. Donc, c'est très intéressant. On va voir ça de façon pratique. On a des modèles gravitaires ou d'interaction spatiale. Là-bas, se trouve les modèles de Ring, de haute, qui permet aussi de faire de déterminer les zones de challenges pour faire les zones. Ça, on ne va pas trop le faire, mais je vais voir si j'arrive à faire une sortie d'études intéressant. Le troisième modèle, c'est le modèle de localisation en location. Donc, je parlais tout à l'heure, localisation en location. Il y a un modèle aussi très intéressant pour étudier l'implantation d'un point de vente, de plusieurs points de vente à la fois. Quel slide qui me venait là, j'essaie de décrire un peu c'est quoi le modèle gravitaire. Modèle gravitaire d'interaction spatiale compare plusieurs localisations potentielles en se fondant sur différents critères objectifs. Éloignement de la clientèle, accessibilité, surface ou subjective, enquête d'opinion. Il se fonde principalement sur l'analogie avec la gravitation. Donc, c'est un modèle aussi qui permet de déterminer, comme l'on dit ici, plusieurs points de vente en regardant un certain nombre de critères. Donc, pour ça, il y a ce qu'on appelle le modèle MCI. Il y a plusieurs modèles qui se sont suivis sur ça. Donc, on s'est fondé sur la théorie de gravitationnelle de Newton. Donc, on regarde la distance et puis on regarde la masse d'un objet. En fonction de ça, on essaie de voir son interaction. Donc, voici la formule. TIJ est une mesure d'interaction entre zone I et J. K est une constante de proportionnalité, d'où I par WJ. C'est une mesure de masse associée à la zone I et la zone J. Et puis CIJ en bas, c'est une distance entre le point I et le point J. Ou bien le coût de déplacement, le coût de transport. Et puis on a une proportionnalité estimée N. Donc cette formule-là, c'est un modèle qu'on peut appliquer pour faire une analyse de zone, déterminer quelle est la zone. On peut s'implanter, on peut implanter un point de temps. Donc, c'est des modèles mathématiques qui existent. Les modèles qui sont dans le groupe de localisation en location. On dit il existe des modèles de localisation en location qui cherchent à placer un nombre défini de points de vente. À placer un nombre défini de points de vente en les rapprochant le plus possible de la demande. Donc, c'est quelles sont les zones où on peut se localiser, se rapprocher le plus de notre demande. Imaginez qu'on a 10 villes à couvrir et puis on ne peut que mettre 2 points de vente. La question va se poser, où est-ce qu'on peut mettre les 2 points de vente, couvrir le maximum de personnes, pour ce type de personnes. C'est à ça qu'on va essayer de répondre en faisant ce type d'analyse. Quelles sont les 2 zones où quand on va se placer, on va couvrir le plus de personnes. Et on peut prendre 2 zones n'importe comment, mais est-ce qu'on couvre le plus de personnes? Donc, on veut les mêmes. Donc, c'est un résultat optimum qu'on veut, le meilleur résultat. En ce moment, on utilise des méthodes de modèle de localisation en location. Et dans ce groupe-là, on a plusieurs méthodes. Dans la méthode de localisation en location, on a d'autres modèles multi-log, modèles d'analyse de portefeuille, qui sont d'autres types d'analyse qui se trouvent dans ce grand groupe de modèles-là. On aura à faire un modèle de localisation en location pour voir un peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc, j'essaie d'expliquer ici ce modèle-là, comment il fonctionne. Un modèle de localisation en location demande, c'est un ensemble de problèmes cherchant à déterminer les meilleures localisations pour des installations et l'allocation des clients à ces installations. Donc, on dit que c'est un modèle qui cherche à déterminer les meilleures localisations, comme je l'ai dit, quels sont les 2 points où on peut nous permettre de couvrir un maximum de personnes. Donc, on cherche les 2 points, les meilleures localisations et installations pour couvrir la demande et le maximum de population. La population, c'est notre demande. Donc, ici, dans ce modèle-là, il y a ce qu'on appelle une fonction objective. Il y a les points de demande, il y a les emplacements qui sont potentiels. Si je devais prendre 2 points, ça veut dire que j'ai un certain nombre d'emplacements que je vais choisir par exemple.
Et puis, il y a ce qu'on appelle la matrice d'éloignement. C'est quoi la distance entre les points que je veux prendre et puis la demande. Donc, c'est une distance. Et puis, il y a la règle d'allocation. La règle d'allocation, ça veut dire que quand je couvre un certain nombre de points, est-ce que je prends toute la population à l'extérieur? Il y a des problèmes où je serai limité pour ma capacité. Imaginez qu'on veut mettre deux structures de santé. Et puis, ces structures de santé sont limitées par le nombre de personnes qui peuvent prendre. Donc, j'ai déterminé deux points, parmi un certain nombre de points. Mais les deux points, là, ils seront limités par le nombre de populations qu'ils peuvent couvrir. Donc, je dis que quand ils arrivent à partir de 100 000, ce gars-là peut couvrir, il ne s'arrête pas. Donc, il y a plusieurs critères qu'on peut combiner dans ce modèle-là. Donc, vous voyez à gauche, là, la demande valorisée, ça, c'est nos clients, notre demande, les gens qu'on doit couvrir qui sont de l'autre côté. Et puis, en rouge, dans le point rouge qu'on a là, c'est tout ce qui est... Ah, il y a là-bas, là, je n'arrive pas à manipuler. Le point rouge, là, c'est tout ce qui est l'offre, les points entre lesquels on doit choisir certains points pour se positionner. Et là, on calcule une matrice de distance. C'est entre la distance entre la demande et puis l'offre. Et puis, on a une règle d'allocation, comme je l'ai dit. Est-ce que on affecte toute la demande à un point, fonction, on va regarder la distance, mais est-ce qu'il y a une capacité, il y a un certain nombre de liens, c'est des règles qu'on peut regarder. Non. On peut dire on couvre, où est-ce qu'on va se positionner pour qu'on couvre le maximum de personnes? Où est-ce qu'on va se positionner pour qu'on couvre tout le monde? Où est-ce qu'on va se positionner pour qu'on couvre selon notre capacité? Si on est limité de notre capacité de personnes. Donc, si on prend un point qu'on l'a fait, un nombre de population, c'est fini. Lui, il ne peut plus prendre de personnes. On dit, j'avais fait un autre truc. Et puis, l'optimisation de la fonction objective. Donc, c'est un modèle qui va fonctionner, qui va itérer. J'ai ici 5 points. Je lui dis tout le monde les 2 points qui me permettent de couvrir 100 000 personnes. Il va prendre, il va couvrir 100 000 personnes dans la le résultat. Il va combiner avec un autre point qui couvre 100 000 personnes puis il va le résultat. C'est une sorte de combinaison qu'on a fait de dans le il va faire tous ces différents résultats-là. S'il a 50 000 résultats, il fait les 50 000. Et puis, il va parmi les 50 000 là. C'est où, c'est où je couvre les 100 000 là, mais les 100 000 là sont très proches. Donc, ça, c'est les règles d'allocation qu'on a là au départ. Et ça permet d'avoir des résultats très intéressants. Donc, c'est un modèle super intelligent, super intéressant à connaître. Donc, on va faire un TP sur ça pour montrer un peu comment est-ce qu'on arrive à faire une analyse avec un modèle de localisation en place. Et je pense que je suis à la fin de ma slide. C'est un remerciement pour votre participation au cours. Dans tout cas, je reste disponible sur les questions. Demain, comme je l'ai dit, on n'aura que des séances pratiques. Et quand je termine à finaliser tout ce qui est théorie là, je vous donne le document, allez-y. Et puis demain, on viendra faire de la pratique sur, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut mettre en place un certain nombre d'analyses. Et puis vous aurez sûrement des exercices à faire pour reprendre certaines analyses qu'on a fait ici, comme le modèle statistique des outils qui étaient comme ça, et voir un peu ce que ça vous donne, et puis donne une balance de tout ça. Donc, vous aurez des activités sur ça. C'est bon la réflexion? Oui, oui. Ok. Ok. Ça va. Qu'est-ce que c'est voilà, c'est bien. En fait, c'est pas rapport au fait de choix du modèle. T'as vu que c'est un modèle, mais il y a plusieurs modèles. En réalité, si tu rentres dans les différents modèles, les modèles sont adaptés en fonction des pratiques. Donc, tu vas dépendre des pratiques. Même quand je parlais du modèle traditionnel, là, il y a beaucoup de modèles. Il y a des modèles qui tiennent compte que des données quantitatives. Il y a des modèles où on a tenu compte même
des variables qualitatives. Donc, données quantitatives, c'est peut-être dans ce modèle. Comme c'est un champ gradient, c'est qu'on passe. On veut faire ça sur le supermarché, sur un truc, on va tenir compte de la surface. On peut dire, plus la surface est grande, ça représente que l'objet, ça représente la masse. On peut tenir compte du nombre de qu'il reçoit. On peut tenir compte, mais ça, c'est des variables quantitatives. Et puis, on peut vouloir utiliser les variables qualitatives. Donc, dans les supermarchés, là, comment est-ce que les dames qui sont à l'accueil doivent les qualifier? Il y a des modèles qui vont aller au-delà de ça. Ils sont dans les ça, c'est des gros modèles. Je ne peux pas parler de ça. Plusieurs modèles en fonction des types de différentes variables qu'on peut avoir. Donc, le truc, c'est de pouvoir mettre un maximum de modèles et en fonction de sa connaissance, tu vois à quel moment tel ou tel modèle. Le modèle d'allocation, comme je l'ai dit, il est très intéressant lorsqu'on a un certain nombre de zones qu'on veut choisir. Voilà, donc, ça, c'est très bon pour le modèle d'allocation. 3 ou 4 zones et puis de choisir les meilleures zones. C'est permis de faire le passé. Modèle d'interaction, ça nous permet de choisir plusieurs zones à la fois pour pas que je vais sélectionner forcément entre des zones, mais il est multi, choisir plusieurs points à la fois. Tu vois? Alors, j'ai des points et puis je choisis les meilleurs parmi les points. Donc, il y a les modèles, non? Il y a des modèles qui sont faciles à mettre en œuvre. Il y a des faciles à mettre en œuvre. Les modèles, modèle où il est quali comme ça, comment tu vas mettre quali en œuvre là, c'est compliqué. Comment tu vas avoir cette information dans la tête du dossier? Est-ce que tu as les on va poser des questions genre, voir de façon qualitative? Les modèles qui restent quand même théoriques, quoi. C'est-à-dire, mettre en pratique, c'est vraiment difficile à mettre. Donc, dans le but, c'est de mettre franchement tous les modèles et il verra les façon de faire choix et puis l'utilisation. Ce que tu peux mettre facilement. Ce qui est le point comme ce qui et tu as la capacité de faire pour la mettre en donc, c'est tout un ensemble de critères qu'on regarde. D'autres questions? En ligne, est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui sont en ligne? Ils sont toujours là, même ceux qui sont en ligne. Autrement que Pas de questions, monsieur. ok, donc les gens en ligne. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter là et puis on se verra demain matin pour travailler. C'est bon? Donc, merci, bonne soirée à tous et à demain. Donc, j'arrête le partage. J'arrête.